Je le précise, est nécessaire pour rentrer ou pour sortir du Bundestag. Romain Lequignou, la grande question de ce soir, c'est effectivement celle de la coalition qui pourra sortir de ces résultats. Bien sûr, on reste sur des estimations, donc il faut rester prudent, notamment pour ces deux partis qui devraient atteindre le seuil électoral, mais on n'en est pas encore certain. Et c'est vraiment l'élément qui va déterminer la coalition et le nombre de partis dans la coalition. On le sait, les coalitions à trois partis sont instables, sont difficiles. Chaque parti doit rester sur ses positions, doit défendre ses idées, son programme, donc c'est compliqué. Ça a été compliqué pour la coalition tricolore sortante, on le sait, et ce sera compliqué de toutes les manières si c'est une coalition tripartite. Maintenant, on va voir, mais c'est vrai que c'est une victoire en demi-teinte pour le probable futur chancelier Merz. Le parti CDU-CSU fait moins de 30%, ce qui est un score très décevant pour ce parti, si on replace ce résultat dans les dernières décennies. Et deuxième peut-être analyse aussi à chaud, si on regarde les partis extrémistes, les partis anti-Europe, eurosceptiques au sein de ce Parlement, on se rend compte que près de 35% des électeurs allemands ont voté pour des partis de droite radicale ou de gauche radicale. Et on le voit, une polarisation bien sûr, une polarisation, une fragmentation de l'opinion publique du corps électoral allemand. Et qui sont effectivement pour la non-poursuite de la guerre en Ukraine. Donc ils pourraient bloquer aussi au Bundestag, avec cette minorité de blocage, beaucoup d'initiatives pour soutenir encore plus l'Ukraine et lui apporter encore plus de financement. Donc c'est véritablement aussi un enjeu de diplomatie. D'autant plus que, hasard du calendrier, nous sommes à J-1 des 3 ans de l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine. Oui, de toute façon, un des premiers impacts, disons, de la difficulté à créer une coalition tripartite, déjà ça va prendre du temps, ce qui veut dire que la voix de l'Allemagne ne sera pas forcément entendue très fort sur la scène internationale pendant les prochaines semaines, très certainement. Et ensuite, concernant la guerre en Ukraine, ça dépendra vraiment du type de coalition qui émerge. On sait que Friedrich Merz, lui, est plutôt favorable à afficher un renforcement du soutien à l'Ukraine. Il est notamment favorable, ce qui n'était pas le cas du chancelier Olaf Scholz, à autoriser l'emploi des missiles longue portée Taurus allemands. Mais Olaf Scholz, c'est le SPD. Est-ce qu'ils arriveront à se mettre d'accord là-dessus? Quid du troisième partenaire? D'ailleurs, c'est ça qui va être le plus compliqué. On assiste en Allemagne à ce qui se passe dans d'autres démocraties ailleurs, notamment dans les régimes parlementaires, c'est-à-dire que le paysage politique étant de plus en plus émietté, il devient de plus en plus difficile de faire des coalitions. On le voit par exemple dans des pays comme Israël, notamment, et d'autres pays encore, et en France également. Et donc, même si le système est différent, mais ça fait que la possibilité de créer une coalition est plus compliquée, même s'il faut rappeler qu'en Allemagne, c'est une longue tradition que ces négociations pour former une coalition gouvernementale. Je rappelle qu'il y a eu une seule fois depuis 1945 où il y a un parti, la CDU, qui a pu gouverner seul, c'était avec Adenauer, mais sinon il y a toujours une coalition de deux, voire de trois partis. Mais les coalitions à trois partis, comme ça a été dit, ça reste très très difficile et surtout très fragile, et en général ça allonge les négociations parce que moins on est d'accord sur un certain nombre de choses, plus dans l'accord de coalition on va dans les détails. On avait, il y a quelques secondes, les images en direct du QG de l'AfD, où Alice Weidel a pris la parole, la chef de file de l'extrême droite, qui salue, je cite, un résultat historique. On retrouvera notre envoyé spécial sur place, Karim Yaoui, dans un instant. Mais d'abord, Sabine Thilaye, bonsoir. Vous êtes vice-présidente de la commission de la défense. Comment analysez-vous ces premiers sondages, ces premiers résultats très provisoires avec ces sondages de sortie des urnes? Comme ce qui a été dit précédemment, effectivement, c'est quand même une surprise quelque part que la CDU fasse moins de 30%, et ce qui est quand même un peu compliqué quand on voit à nouveau qu'on se dirige vers une coalition tripartite. Et ce qui est difficile aussi pour nous, on s'est dit coalition ou pas, on aimera tellement que l'Allemagne parle d'une seule voix, ce qui depuis quelques années était un peu compliqué au vu de divergences dans la coalition.
Effectivement, la CDU attendait au moins 35% des voix pour être confortablement installée. C'est pas le cas ce soir. Non, c'est pas le cas. Mais il y a quelque chose d'intéressant dedans parce que l'AfD apparemment n'a pas, par rapport au sondage, l'AfD n'a pas profité de la faiblesse de CDU. Donc, elle reste autour de 20%. Il reste autour de 20%. Ça c'est le résultat. Ça c'était le résultat qui était attendu, depuis le début de la campagne. Donc apparemment, le bloc de droite, même si ce n'est pas un bloc de conservateurs avec l'AfD, n'ont pas tellement profité. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et qui est vraiment surprenant. Et on peut noter aussi qu'apparemment, le SPD fait un score finalement un peu meilleur que ce qui était indiqué par les sondages, où il était autour de 15%. Là, il est à 16,5%. On va dire que Olaf Scholz limite la casse. Mais il va négocier d'autant plus chèrement des postes au gouvernement pour ses partisans. Et donc, ça va être une négociation très longue du fameux contrat de coalition, effectivement, où il risque d'y avoir peut-être le SPD, peut-être les Verts, peut-être d'autres. D'ailleurs, il faut regarder maintenant qui rentre vraiment au Bundestag. Donc le SPD qui n'est pas à son pire résultat de l'après-guerre, on prévoyait autour de 15%, c'est un petit peu plus que prévu. La débâcle annoncée n'est pas... Voilà, les sociaux-démocrates ont limité la casse, mais n'ont pas fait non plus un score fabuleux et une remontada très, très flagrante. Voilà. Comment on explique justement cette débâcle du SPD, d'Olaf Scholz ? Je pense que c'est en grande partie suite aux résultats du gouvernement. Il y a beaucoup de déceptions à l'encontre du SPD, il y a beaucoup de déceptions à l'encontre du chancelier Scholz pour différents aspects. Il y a une partie de l'électorat qui s'est montré assez contre les positions du chancelier sur les relations internationales, sur la guerre en Ukraine. C'est pour ça notamment que le chancelier Scholz avait essayé de se placer comme le chancelier de la paix. Voilà, il a été très critiqué pour ça, notamment en Europe. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il a essayé de garder pour maintenir un socle électoral. Et dans le même temps, le chancelier Scholz, et là on le voit sur les résultats, puisqu'il y a une montée de la gauche radicale, a aussi été critiqué en ce qui concerne les politiques sociales, les politiques économiques également du pays, puisqu'il n'a pas réussi à mettre en place les réformes, les protections dont il parlait, sociales, et qu'il y a un électorat de gauche qui est déçu de ce parti aujourd'hui. Sabine Thielay, ces chiffres, ils reflètent une fragmentation de l'électorat allemand avec cette montée de l'extrême droite et cette baisse de popularité des partis traditionnels. Tout à fait, la fragmentation, on peut que la constater. Ce qui est quand même très étonnant, c'est la remontée Die Linke avec 9% annoncés. On aurait cru, d'après les estimations, que c'est plutôt le Bündnis Sarah Wagenknecht qui monterait au détriment des Linke. Donc c'est un peu inquiétant quand même aussi pour nos relations peut-être, parce que il y a quand même une grande partie encore une certaine gauche qui est quand même très pro-russe. Oui, je précise que Die Linke, donc c'est la gauche radicale alliée à la France insoumise en France à l'Assemblée, et le BSW, donc de l'alliance Sarah Wagenknecht, populiste, nationaliste. L'extrême droite, donc l'AfD, réalise un score historique, le meilleur score de son histoire. On va retrouver Karim Yayaoui devant le QG de l'AfD, notre envoyé spécial à Berlin. Bonsoir Karim. Alice Weidel, donc saluer un résultat historique. Ils sont fous de joie, ces partisans, ce soir ? Alors, on n'est pas loin du QG de l'AfD, un tout petit QG qui ne pouvait pas accueillir beaucoup de journalistes. Il y a un dispositif de sécurité très important autour, et puis une petite manifestation a été improvisée, mais plutôt d'anti-AfD, notamment des jeunes qui se sont rassemblés pour dire non à l'AfD, non au nazisme, parce que pour eux, il n'y a pas de différence. Ils avaient notamment des pancartes où on pouvait lire « Ne pas oublier ».
détaillé. On reconnaît un nazi à ses propos et à ses actes. Et c'est vrai que cette inquiétude de voir l'AfD avoir un score important qui se confirme donc ce soir, on a pu la palper depuis qu'on est arrivé du côté de Berlin. Il y a eu plusieurs fois des rassemblements anti-AfD, mais beaucoup nous disaient parfois que c'était trop tard, résignés. On a croisé des électeurs qui se désolaient que l'immigration se soit transformée en sujet central lors de cette campagne éclair, en expliquant que eux, ce qui les intéressait, c'est surtout la situation économique du pays. L'AfD a donc réussi son pari, puisque ce score est important. Ils ont été extrêmement actifs et extrêmement virulents, notamment sur les réseaux sociaux. Une campagne un peu particulière, parce qu'elle intervient aussi dans un contexte international qui est marqué par un virage de l'administration américaine qui n'est pas sans conséquence sur l'atmosphère qui pouvait régner pendant cette très courte campagne. En tout cas, du côté de l'AfD, ce soir, on exulte, mais du côté d'une partie de la population, eh bien, c'est l'inquiétude qui va dominer, même si, vous l'avez dit, eh bien, les scores de la gauche, parce que ceux qui manifestent ici, on les a vus arborer des pancartes Die Linke, eh bien, ils ont fait un score peut-être un peu meilleur que ce qui avait été prévu par les sondages. Karim Yayaoui, est-ce que c'est le soutien d'Elon Musk qui a favorisé l'AfD ou bien la personnalité assez hors norme d'Alice Weidel ? Alors un peu les deux sans doute, même s'il ne faut peut-être pas surévaluer l'influence qu'a pu avoir Elon Musk. Alice Weidel, c'est une personnalité un peu atypique. C'est une femme du monde en quelque sorte, qui a eu une carrière à l'international, qui est lesbienne, mariée, qui vit avec une femme d'origine sri-lankaise. Donc elle n'a pas forcément l'image qu'on pourrait attendre d'un leader d'un parti que certains évoquent comme un parti à l'extrême droite de l'échiquier allemand. Alors ça a pu jouer. En tout cas, Elon Musk a joué là-dessus en expliquant qu'on ne pouvait pas la comparer à Adolf Hitler étant donné son pédigré. Mais c'est surtout quelqu'un qui a su prononcer les mots qu'il fallait à destination d'une partie de l'électorat. Et c'est vrai que ça a pu jouer. Cette dimension internationale qui a été ajoutée à cette campagne a sans doute joué, mais peut-être à la marge, parce que c'est vrai que du côté de l'extrême droite et de l'AfD, on a surtout su jouer des faiblesses et des faillites de la coalition sortante qui a énormément déçu, en tout cas ses partisans. Et on l'a vu, aujourd'hui, il y a eu une participation importante, largement supérieure à 2021. Et elle semble que cette participation a conforté ceux qui avaient choisi d'aller voter pour l'AfD. Certains d'entre eux nous ont confié, et là c'est sans doute un élément important, qu'ils avaient essayé tous les partis, mais qu'ils n'avaient pas encore essayé l'AfD. Et c'est sans doute ce genre de raisonnement, plus que le soutien d'Elon Musk, qui a pu conforter certains dans leur choix. Karim Yayaoui, vous restez avec nous. Donc l'AfD qui a obtenu autour de 20% des voix selon les sondages de sortie des urnes. C'est le double d'il y a 4 ans. Caroline de Camaret, comment expliquer cette montée en puissance de l'extrême droite dans ce pays où plus qu'ailleurs, on n'avait le plus jamais ça? Alors cette montée en puissance de l'extrême droite, on n'a peut-être pas, effectivement, on n'a pas beaucoup parlé du fait que Elon Musk lui a donné la parole quand même à la seule Alice Weidel, et que M. Vance, le vice-président américain, est allé la rencontrer aussi à Munich lors de la conférence sur la sécurité. Et elle seule, c'est-à-dire à la différence d'Olaf Scholz, qui n'a pas eu le droit aux honneurs des Américains. Certes, ça compte peut-être pas énormément comme poids pour l'Allemagne, mais ça signifie quand même qu'il les élève à un niveau de gouvernable, de fréquentable. Et ça, c'est le fait de l'administration Trump. On est donc du patron de X, Elon Musk en l'occurrence. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que, en effet, si la CDU, c'est-à-dire les conservateurs de Friedrich Merz, sont aujourd'hui à un score en dessous de 30%, c'est aussi peut-être à cause de l'erreur qu'il a commis précisément en janvier, lorsque, en tant que patron des chrétiens démocrates, il a décidé de faire alliance, enfin d'allier en tout cas ses voix avec celles de la
l'AfD pour faire passer une loi sur l'immigration renforçant effectivement les contrôles, faire passer donc un amendement. Et ça a généré de grandes manifestations et probablement ça lui a coûté quelques voix dans les urnes. Ce soir, on peut considérer que peut-être les électeurs allemands ont préféré finalement l'original, l'AfD, à la copie, hein, c'est-à-dire qu'il marchait sur les terres clairement de l'AfD avec cette politique et qu'en plus il y a un véritable cordon sanitaire qui a un nom très spécial en allemand, non le Brandmauer, le mur de feu. Voilà. Oui, pour et donc empêcher ça a joué ça, et la situation économique et effectivement géopolitique très troublante pour les Allemands, non? Alors, peut-être deux réponses, deux remarques. Ce qui me semble d'être sûr, c'est qu'il y a une grande mobilisation avec la gauche contre la droite. Donc, alors, les manifestations ont eu un résultat aussi dans les urnes. Et deuxièmement, je ne veux pas du tout minimiser le résultat de l'AfD, mais donner qu'on vient d'une campagne qui a été marquée par 3, 4, 5 attaques, par des événements, par le soutien... attaques terroristes. Attaques terroristes. Pour la dernière date de vendredi dernier. Oui, le dernier vendredi, jusqu'au bout. Une campagne qui a été marquée par le soutien d'Elon Musk et de J.D. Vance pour l'AfD. Donner tout ça, les résultats de 20%, encore une fois, je ne veux pas les minimiser, mais apparemment, ils n'ont pas vraiment profité de ça. Ils n'ont pas vraiment profité ni du soutien des États-Unis, ni des attaques qui ont marqué cette campagne. Mais l'immigration est revenue au cœur de la campagne, notamment après l'attaque. Toute la campagne était sur la migration, toute la campagne était sur la sécurité. C'était très favorable. Ce sont leurs sujets. Mais ils sont restés autour de 20% comme au début de la campagne. Oui, c'est peut-être ça un peu le paradoxe, en fait. C'est que l'AfD, effectivement, arrive en deuxième position, 20%. Les sondages étaient très stable depuis des semaines, et il n'y a pas eu, malgré les différents éléments qui ont été évoqués, de création d'une dynamique dans la dernière ligne droite. Donc ça, c'est quand même à noter. Mais le paradoxe quand même de cette campagne, c'est que c'est en quelque sorte l'AfD qui a un peu imposé son agenda en termes de thématiques, notamment sur l'immigration, même s'il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi les questions économiques, avec notamment le fameux frein à l'endettement, on n'en a pas encore parlé, mais il y a eu d'autres débats. Mais quand même, l'AfD a imposé, alors que finalement, elle recueille une voix sur 5 ce soir, a imposé cette thématique. La question, c'est aussi de savoir si l'AfD peut aller au-delà des 20%. On a vu, on dit que c'est 10 points de plus qu'il y a 3 ans et demi, oui, et c'est surtout 5 points de plus depuis les élections européennes, il y a seulement un peu plus de 8 mois. Donc c'est quand même un résultat assez impressionnant, c'est un succès, hein, ils l'ont dit, Alice Weidel l'a dit que c'était un succès, effectivement. Maintenant, la question, et surtout pour l'Alliance chrétienne-démocrate, ça va être de savoir, quand ils seront au gouvernement, est-ce que la politique qu'ils vont mener va leur permettre de garder ce bloc d'environ 30%, ou si des électeurs vont se détacher, puisque les dernières années, ou en tout cas depuis l'arrivée de Scholz au gouvernement, ce qui s'est passé, c'est que les chrétiens démocrates n'ont pas réussi à empêcher une fuite d'une partie de leur électorat vers l'AfD, vers l'extrême droite. Par contre, ils ont bénéficié d'un report de voix de la part des partis sociaux-démocrates et de la part des partis libéraux-démocrates. Et ça, c'est la vraie question aujourd'hui. Est-ce que la CDU-CSU sera capable de limiter la fuite de son électorat ou non? Et dans ce cas-là, dans quelques années, on aura potentiellement un risque d'avoir l'AfD au pouvoir.